avoir tous présents. Voilà, j'espère que vous avez déjà apprécié le film de Michael Jans et qu'ensuite vous pourrez partager avec nous toutes vos expériences, etc. sur le film présent. Je voudrais aussi remercier Sébastien et Olivia qui sont présents ici. Et je vous souhaite une bonne projection de la vie. Voilà, merci beaucoup. Moi, c'était bizarre parce que justement, il y avait souvent cette question qui revenait. Mais qu'est-ce que la Réunion? Et pourquoi mes parents sont ici? Pourquoi? Ça, je découvre personne. Mais tu la connais cette histoire, toi? Pourquoi tes parents sont ici? À présent, l'histoire m'a été racontée. Je suis allé à la rencontre de plusieurs de ces migrants qui ont franchi l'océan sous l'impulsion de l'État français. Dans ce temps-là, il n'avait le parleur n'était pas, c'était dire où il te recrute de monde pour Simca, il te recrute de monde chez Peugeot, il te recrute de monde pour la Poste. Eh bien pour nous, c'était bien, c'était ce qu'il y avait à faire, parce qu'ils n'avaient pas d'avenir à La Réunion. Ils ne faisaient rien, ou bien alors ils travaillaient comme manœuvre ici et là. C'est-à-dire qu'on n'avait aucune image négative de la France. Et ceux qui disaient que ça ne se passe pas bien, ils veulent revenir et tout, on pensait qu'ils étaient idiots, ou bien que des gens qui ne savaient pas saisir leur chance, etc. Tu as d'un côté Debré avec les partis contre l'indépendance, et tu avais de l'autre le Parti communiste avec VHS, Paul VHS en tête, qui voulait l'indépendance. Il y a eu vraiment violence politique pour que les communistes soient virés. Pour moi, c'est tout ça aussi. C'est-à-dire que la répression n'est pas simplement une répression politique, c'est aussi culturellement une très forte refus d'une culture réunionnaise. C'est après qu'on a su que ces bonnes piqûres-là, elles étaient interdites en France sur les femmes, quoi. Mais qu'elles étaient faites à La Réunion pour expérimenter là. Arrêté du 26 avril 1963 portant approbation de la constitution d'une société d'État dite Bureau pour le développement des migrations intéressant les départements d'outre-mer. Une fois qu'on était en France, moi je connais personne qui a été prise en main par un système piloté par Debré. C'est quand on arrivait en France, c'était terminé. Il fallait se débrouiller, quoi. Ils croupissaient dans les foyers, attendant un emploi, un logement. Beaucoup cherchaient à revenir. Ils ont vu aussi un regard qui était porté sur eux, qui était un regard qui était marqué par l'histoire coloniale. Donc ils ont tout d'un coup, ils ont pu se découvrir à la fois réunionnais, et puis tout d'un coup on les assimilait à des Algériens, ou à des Africains, ou à d'autres. Dans les années 60 et 70, la DAS et la préfecture de la Réunion transfèrent en France des milliers de mineurs dits abandonnés ou retirés à leurs parents. La plupart sont confiés à des familles ou des institutions dans plusieurs départements sans retour prévu. On me dit, le temps de faire tes études et puis après tu reviens. Alors je dis, il n'y a pas de problème, si je dois revenir, moi je suis partante. Il me dit, mais tu n'es pas toute seule, il y en a beaucoup qui vont partir. Et effectivement, l'avion était plein de filles et de garçons de mon âge. La politique en matière de l'enfance à l'époque, c'était de couper le gamin de son milieu. Ce qui fait que les gamins qui sont arrivés de la Réunion, qui avaient des frères et sœurs, on les a tout de suite dispatchés. Mes parents adoptifs continuaient le discours de la DAS, du Bumidum, quoi. Venez en métropole, on va éclaircir votre avenir. Beaucoup m'ont dit qu'il faut laisser le passé où il est et qu'il faut tourner la page.
Mais pour tourner la page, faudrait-il qu'elle soit écrite ? Voilà, donc un grand merci à Michael Lens ici présent pour ce film qu'on a tous aimé. Et voilà, maintenant on va passer au débat. Alors, avant le débat, on va enchaîner avec l'intervention de Lucette Labache, sociologue réunionnaise. Et ensuite, après ça, on donnera la parole à Séverine Moutou, CLA, et Marie-Josée Virapansi, peut-être. Qui font partie de l'association Racine en l'air, donc association de réunion d'acteurs. Donc, Lucette Labache. Alors, bonjour, je vous remercie d'être venu cet après-midi. Je m'intéresse depuis longtemps à la migration, à la mobilité des Réunionnais. J'ai publié plus d'une quinzaine d'articles concernant la mobilité. J'ai aussi travaillé pour l'ANT pour des travaux qui ont été commandités, également à la mairie de Paris et à l'assistance publique aux hôpitaux de Paris. Je vais faire une conférence sur cette migration, cette mobilité, et l'on va voir comment elle a évolué. Alors, la mobilité à La Réunion, ce n'est pas une solution nouvelle, on va dire, pour l'insertion des jeunes, puisqu'elle commence dès le XVIIIe siècle, lorsque le groupe des petits blancs commence à se constituer. Donc il y a une filière qui a été mise en place pour les blancs, notamment pour qu'ils aillent placer leurs capitaux dans les colonies, aussi bien les colonies antillaises que réunionnaises. Donc là, ils arrivent à La Réunion, et à un moment, il n'y aura plus de terre disponible pour ces colons. Et donc, il y aura un groupe qui va se constituer, que l'on appelle les petits Bandéos, aussi appelés des Yabs. Donc, eux, ils vont aller justement dans les montagnes, dans les hauts, pour constituer une vie autarcique. Et donc, La Réunion, actuellement, présente aussi la particularité d'avoir le plus grand nombre de blancs pauvres, donc dans une île à sucre. Donc vous connaissez certainement les travaux ou les documentaires qui ont été réalisés sur cette population. Donc dès le XVIIIe siècle, on pense à l'insertion de cette population. Donc l'État veut les insérer dans l'armée ou encore dans les travaux manuels, ce qu'elle refuse parce que les travaux manuels sont réservés aux Noirs affranchis. Et l'État pense déjà à créer une filière de migration vers les Seychelles, donc pour les envoyer aux Seychelles, donc c'est depuis le XVIIIe. Et au XIXe siècle, on aura aussi une migration des Réunionnais vers, cette fois-ci, vers Madagascar, notamment quand le général Gallieni va pacifier Madagascar. Alors, nous arrivons en 1946, où La Réunion devient département français d'outre-mer. Et dans cette loi de départementalisation, il est stipulé que toutes les lois qui sont votées en métropole seront immédiatement appliquées dans les nouveaux départements d'outre-mer. Donc, dans les années qui suivent, l'État et la France s'est occupé à des travaux de reconstruction et surtout à la demande d'indépendance de la plupart de ces colonies. Donc, l'État n'a pas de temps à consacrer à l'outre-mer. Et aux Antilles, donc, il y aura la Martinique en 57, puis en 58 la Guadeloupe, qui vont se positionner en faveur de l'autonomie. En 1957, le Parti communiste réunionnais est créé et Paul Vergès devient le secrétaire général. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le jour même de la création du Parti communiste, en mai
1959. Donc le Parti communiste demande l'autonomie. Alors j'ai vu dans le documentaire que le Parti communiste demande l'indépendance. En fait, l'indépendance ne sera pas demandée par le Parti communiste lui-même, mais par une branche qui va se dissocier du PCR. Donc, lorsque le Parti communiste demande l'indépendance, donc le Parti communiste demande aussi aux pays frères, c'est-à-dire à l'ancien bloc de l'Est, d'apporter son aide donc, pour le changement de statut juridique pour la Réunion. Et les deux autres îles des Antilles en feront de même. Donc Moscou va accorder son aide, notamment à travers des bourses qui seront octroyées pour que des étudiants réunionnais fassent leur formation, donc des études supérieures, ou dans l'ex-Union soviétique ou dans les républiques socialistes. Donc c'est un de mes sujets de recherche actuellement. Donc lorsqu'il y a des jeunes qui vont partir dès 1963, donc les jeunes partent vers l'Union soviétique, donc l'État va réagir, et il va réagir de plusieurs façons. Nous avons un personnage qui va arriver, qui va prendre beaucoup d'importance pour la Réunion, c'est Michel Debré. Alors Michel Debré, lui, il était chargé de régler la question algérienne, comme on dit pudiquement, c'est-à-dire qu'il devait départementaliser l'Algérie. Et à la fin des années 50, il sait que c'est mort, que l'Algérie ne sera pas française. Et il dit lui-même que c'est son plus grand échec politique. Donc il voit les départements d'outre-mer suivre la même perspective que les anciennes colonies qui demandent leur indépendance. Alors nous sommes en 1962, le Parti communiste gagne du terrain à La Réunion. Il y a de plus en plus un mouvement populaire donc, qui soutient ce parti. Et Michel Debré est battu en Indre-et-Loire au poste de député. Donc il est aussi maire d'Amboise, en Indre-et-Loire, en Aire plutôt. Et Michel Debré se cherche une autre représentation nationale. À la même époque, à La Réunion, Paul Vergès est élu député. Donc ces élections de 1962 seront annulées et Michel Debré va être parachuté à La Réunion. Donc il fera une campagne d'à peu près 3 semaines et il sera élu avec un score, on va dire, très honorable de près de 85% des voix. Alors évidemment, l'opposition va crier à la fraude et à la mascarade électorale, mais toujours est-il que Michel Debré est élu et il le sera très régulièrement pendant 25 ans. Alors lorsque Michel Debré arrive, sa tâche, c'est bien entendu d'appliquer la politique d'assimilation, mais il est aussi là pour nuire au Parti communiste. Alors, il va prendre une mesure, ce qu'on appelle l'ordonnance Debré. Et l'ordonnance Debré va expulser de La Réunion des militants qui sont connus pour leurs idées autonomistes et pour leur soutien très très fort au Parti communiste. Donc, cette loi s'applique évidemment pour la Guyane et les Antilles. Donc il y a des militants autonomistes qui seront expulsés vers la métropole. Et toujours pour abattre le Parti communiste, donc Michel Debré va créer le BUMIDOM, donc le Bureau pour le développement des migrations qui intéressant les départements d'outre-mer. Et là nous voyons déjà l'État commettre un acte manqué, puisque l'État parle de migration. Il ne s'agit pas d'une migration, mais d'un déplacement intranational. Ce qui fait que Réunionnais, Antillais ou Guyanais sont déjà considérés comme des migrants, donc lors de la mise en place de la filière. Alors cette filière va reposer aussi sur le mythe de la métropole. Donc la métropole est considérée comme un continent de l'abondance, où l'insertion professionnelle sera bien entendu très rapide, très facile,
Et on dit alors aux Réunionnais qu'ils seront pleinement acceptés par la société métropolitaine parce qu'ils sont français. Donc ce sont les Antillais qui vont d'abord emprunter la filière, puisqu'à l'époque on venait par bateau. Donc dès 1963, les Antillais arrivent et ils vont passer, j'ai vu dans le documentaire on parlait de sas de décontamination, donc ils vont passer par le centre de Dieppe. Et ce centre de Dieppe est considéré comme un centre d'adaptation. Et comme les Réunionnais, ils vont vivre cette humiliation où on va leur demander d'abandonner leur culture de sauvage pour se conformer à la culture métropolitaine. Alors les Antillais, les personnes qui partent, ne choisissent pas leur destination. C'est l'État qui choisit pour eux. Les Antillais seront dirigés vers la région parisienne. Et quelques années après, à partir de 1966, les Réunionnais seront dirigés en province. Là encore, l'État va prendre soin de ne pas mélanger les deux populations pour qu'il n'y ait pas de constitution d'une force politique. Alors, les Antillais vont travailler dans le secteur public et en région parisienne, tandis que les Réunionnais vont travailler dans le secteur privé et en province. Alors, à l'époque, il y avait des secteurs qui manquaient de bras. Donc, les Réunionnais vont travailler dans les usines de montage automobile, dans les usines de montage pour l'électroménager et également dans les industries agroalimentaires. Donc, les Réunionnais sont dirigés principalement vers les villes, je donne par ordre d'importance décroissant. À Lyon, c'est la région lyonnaise qui accueille actuellement le plus grand nombre de Réunionnais. Ensuite, nous avons Strasbourg-Mulhouse et nous avons les grandes villes de Bretagne pour l'industrie agroalimentaire. Donc, à l'époque, la migration des jeunes des départements d'outre-mer vers la métropole répondait à un triple objectif. Donc, abattre le Parti communiste, fournir en main-d'œuvre des secteurs non pourvus en métropole et amorcer la transition démographique. Donc, à l'époque, les familles étaient nombreuses, voire très nombreuses, et comme dit dans le documentaire, là, Michel Debré va introduire dans les DOM les politiques de planning familial. Alors, cette première migration, on appelle ça aussi la génération du millénaire, comme étant une génération sacrifiée, puisque les premiers migrants qui vont arriver vont devoir tout mettre en place. Et on a vu que c'était fort douloureux, parce qu'il y avait une déperdition culturelle, mais aussi une recherche identitaire qui va être très importante. Alors, chaque année, à La Réunion, il y avait environ 5000 Réunionnais qui quittaient le département, ce qui est énorme pour une petite île, vu la population qu'il y avait à l'époque. Et Aimé Césaire va parler de génocide par substitution. Et c'est le Parti communiste qui va combattre cette migration et qui va montrer les images les plus dramatiques de cette migration. Par exemple, la prostitution des filles, les suicides dans le métro, ou encore les différentes conduites addictives que l'on trouvait chez les Réunionnais, ou encore les Réunionnais en grande précarité qui vivaient dans la rue. Donc, le Parti communiste réunionnais va combattre cette migration en disant qu'il fallait que les Réunionnais restent au pays. Donc, avec le slogan « Vivre et travailler au pays ». Et tandis que Michel Debré, lui, va dire la migration est une promotion sociale pour les Réunionnais. Alors, nous en arrivons au début des années 80, donc à l'élection de François Mitterrand. Donc, François Mitterrand va corriger l'acte manqué étatique qui parlait de migration, et là va être fondée l'ANT, l'Agence nationale pour la promotion des travailleurs de l'outre-mer. Et à partir de 1982, donc, les agences d'État, notamment l'INSEE, va mettre en place des mesures pour évaluer le nombre de Réunionnais, mais aussi d'Antillais, les originaires de l'outre-mer en métropole, et aussi évaluer leur descendance.
C'est ce qu'à l'époque, au début des années 80, l'INSEE appelait les enfants des familles. Donc pour être enfant de famille à l'époque, il fallait avoir moins de 25 ans et résider chez ses parents. Alors Michel Debré, lui, il veut faire partir le maximum de personnes et on va voir des secteurs de production s'amenuiser de plus en plus et on va passer de manière assez brutale à une autre société. Une société qui sera basée notamment sur le travail dans les services. Donc le secteur des services, actuellement, est pléthorique à La Réunion, comme aux Antilles. Et Michel Debré va installer ce que l'anthropologue Jean Benoît appelle un développement ambigu. C'est-à-dire qu'il y aura une importation de plus en plus massive des biens de consommation. Et ce développement des départements d'outre-mer est toujours questionné, puisqu'il y a-t-il développement avec toujours un taux de chômage important, comme on l'avait vu dans les années 60. Alors, à partir de l'élection de François Mitterrand, donc on va aussi corriger le terme de migration, et là va être lancé le concept de mobilité. Donc, les Réunionnais qui partent vers la métropole d'autres régions ne sont plus des migrants, mais ce sont des Français qui effectuent un déplacement transnational, ou alors des Français en mobilité, tout simplement. Alors, à partir de ces années 80, nous allons voir également une inversion de la courbe migratoire. C'est-à-dire qu'auparavant, il y avait plus de départs de la Réunion que d'entrées, et à partir des années 80, il y a plus d'entrées que de départs. Alors, ces nouvelles arrivées sont dues à des Réunionnais qui sont en âge de la retraite et qui veulent passer la retraite au pays. Mais il y a aussi des arrivées de personnes d'autres provenances, notamment des métropolitains. Alors, il y a plus d'entrées et moins de départs, puisque les jeunes Réunionnais découvrent des réalités, on va dire, de la migration, puisque que se passe-t-il dans ces années 80 ? Donc les journaux télévisés, on va dire les grandes chaînes, passent en direct, donc dans les départements d'outre-mer. Et là commence à s'effondrer le mythe de la métropole. Et là aussi, au début des années 80, apparaissent la nouvelle problématique de ce qu'on appelle les nouveaux pauvres, la précarité. Donc les jeunes montrent de plus en plus de réticence à partir. Donc en 1991, après les événements dits du chaudron, où il y a eu une explosion sociale, donc il y aura de plus en plus d'efforts qui seront consacrés à la mobilité. C'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus de crédits. Et là, il y aura une sorte de matraquage en faveur de la mobilité. Donc si vous connaissez la Réunion, si vous êtes allé, vous n'échappez pas à la mobilité. Vous avez des spots à la télé, des pages dans les journaux, des panneaux sur les routes, sur les autoroutes. Et il y a également une sensibilisation à la mobilité à l'école. Donc tout ça pour faire émerger ce que dans la clinique de la migration, on appelle le concept de l'émigrabilité. Donc on dit, quelque part à ces jeunes, que vous n'aurez pas de place dans votre île natale et qu'il faudra partir pour trouver une insertion professionnelle. Alors si on regarde les chiffres, chaque année, il y a plus de 12 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Et moins de 2 000 jeunes trouveront un emploi localement. Donc il faut faire partir le maximum de jeunes. Et également, dans ces années 90, on voit apparaître l'internationalisation des destinations. C'est-à-dire que si la grande majorité des Réunionnais arrivent en métropole, on leur propose d'autres destinations, notamment vers l'Amérique du Nord, le Québec. Il y a également d'autres communautés qui prennent naissance en Europe, donc en Grande-Bretagne, en Espagne, en Allemagne, et dans une moindre mesure l'Italie. Et les Réunionnais vont aussi investir les filières vers l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Alors, depuis ces années 90, donc, un gros mouvement de résistance contre la mobilité montre surtout des problématiques d'attachement territorial, donc des Réunionnais à leur territoire.
Donc les Réunionnais ne veulent plus partir et ils le revendiquent, et parfois, souvent dans des manifestations, comme chaque année, lorsque les professeurs ont des affectations en métropole, ils vont dire nous on ne veut pas, on veut vivre et travailler, on ne veut pas partir en métropole. Alors, je rajouterai une quatrième raison de la migration des années 60. Donc, c'était politique accorder de la main-d'œuvre en métropole et effectuer la transition démographique. Il y avait une quatrième raison, celle de donner une ouverture d'esprit aux Réunionnais. Alors, si on se place dans les années 60, donc l'île était enclavée. Et partir, ce n'était pas réservé à tout le monde. Donc à la fin des années 60, c'est la classe ouvrière qui arrive en France. Et les jeunes que je vois à La Réunion actuellement, ils disent finalement on n'a pas besoin de partir pour avoir une ouverture d'esprit. Donc on oppose les jeunes qui sont partis et ceux qui ne sont pas partis. Donc ceux qui sont partis, ils ont connu une autre expérience et ils ont pu capitaliser des acquis. Et ils se confrontent aussi à ceux qui ne sont pas partis, qui malheureusement sont disqualifiés par une vision plus péjorative, c'est-à-dire ce sont ceux qui ne veulent pas trop secouer le cocotier, tandis que ceux qui partent sont crédités de qualité, comme justement le courage, l'audace, aller à la conquête du monde, comme on dit. Donc là, nous avons deux visions de la jeunesse. Et honnêtement, les jeunes disent, avec les réseaux sociaux et avec Internet, on n'a plus besoin de partir pour avoir une ouverture d'esprit. Nous sommes en contact avec le monde. Donc là, nous voyons comment les nouvelles technologies, l'information et la communication agissent sur cette mobilité. Alors, comment vivent les Réunionnais en France ? La plupart du temps, ces Réunionnais font partie de la classe ouvrière. Et j'avais mené une étude en 2004 sur les cadres de l'outre-mer et j'ai consulté des chiffres du Haut Conseil de l'intégration qui montraient qu'il n'y avait que 0,4% de cadres originaires de l'outre-mer et originaires de l'étranger. Donc cela veut dire que c'est vraiment très très rare de rencontrer des cadres réunionnais. Ensuite, au niveau de la différence homme-femme, actuellement, il existe 52% de femmes originaires de l'outre-mer et 48% d'hommes, ce qui veut dire que ce sont les hommes qui rentrent plus au pays et que ce sont les hommes qui sont les plus réticents à partir. Donc c'est une communauté qui est féminisée, on va dire. Et ensuite, au niveau de la vie en général, comme cela a été dit dans le documentaire, les Réunionnais ne se regroupent pas. Et c'est une communauté invisible. Donc, contrairement aux Antillais qui ont fait un maillage très, très, très important, notamment à travers le tissu associatif, cela est très peu en vigueur chez les Réunionnais. Soit parce qu'ils ne veulent pas, tout simplement, préférant une sorte d'intégration, d'assimilation de la population, ou soit parce que c'est difficile de mobiliser les Réunionnais. Alors j'ai travaillé en tant que chargée de mission au début des années 2000 à l'assistance publique hôpitaux de Paris. La raison, c'est que les originaires de l'outre-mer, donc notamment les Réunionnais, les Antillais, menaçaient de faire grève. Et il y a plus de 30% d'Antillais qui travaillent à la PHP. C'est-à-dire que s'ils se mettaient en grève, les hôpitaux de Paris ne fonctionneraient plus. C'est d'ailleurs la menace qu'ils avaient brandie. Alors pourquoi ont-ils demandé une journée d'action et pourquoi ont-ils fait cette menace de grève? C'est parce qu'ils se sentaient déconsidérés sur leur lieu professionnel. Par exemple, on leur reprochait les congés bonifiés. Et on va dire, les autres professionnels ne savaient pas à quoi cela correspondait, ni les combats qui avaient été menés pour que les congés bonifiés soient accordés.
Donc il a fallu faire de la pédagogie et expliquer que les Antillais sont arrivés à la PHP parce qu'ils ont été recrutés déjà sur place aux Antilles et ils sont arrivés donc dans les lieux professionnels. Il y avait également la question identitaire qui se posait parce que beaucoup d'Antillais n'étaient pas perçus comme des Français. Comme Françoise Vergès l'a dit dans le documentaire, c'est vrai qu'il y a une réalité objective, mais on les renvoie toujours à une réalité socio-culturelle autre, par la fameuse question « D'où venez-vous » Alors, cela montre que l'insertion des originaires de l'outre-mer est assez difficile dans la société française. Donc, ils ont été confrontés à la discrimination, notamment discrimination d'accès au logement, ce qui explique que dans des endroits où il y a de véritables ghettos culturels. Donc en Seine-Saint-Denis pour les Antillais et dans les Sommes pour les Réunionnais. Alors actuellement, la mobilité demeure une problématique centrale à La Réunion. Et les jeunes que je vois, là, qui viennent d'arriver depuis 4-5 ans, ils montent à peu près les mêmes schémas que ceux qui sont arrivés dans les années 60. Ce qui veut dire que cette mobilité n'est pas du tout préparée en amont. Et ils le disent eux-mêmes. Il aurait fallu des outils avant même de partir. C'est-à-dire une formation solide pour qu'ils s'adaptent plus facilement en métropole. Alors, que faire maintenant? Surtout que beaucoup de Réunionnais sont partis. Ils ont acquis une expérience solide et beaucoup d'entre eux demandent et rentrent à La Réunion. Et ce retour au pays devient très problématique du fait de l'insertion professionnelle. Là encore, on leur dit qu'il n'y aura pas de place pour eux. Et certains avaient même fait des formations dans le but de capitaliser leurs acquis sur place. Et beaucoup d'entre eux sont au chômage et restent au chômage pendant un temps plutôt long, y compris les diplômés, ceux qui sont titulaires d'un doctorat. Donc ils ont fait des études hyper longues, et puis quand ils arrivent, ils n'ont rien. Donc je connais moi-même plusieurs docteurs qui sont au RSA et qui auront très peu de chance donc, de travailler sur place. Alors ce qui fait que beaucoup retournent en métropole ou dans d'autres régions, ou au Québec, après avoir passé une séquence, on va dire, de retour au pays, puisque ce retour au pays ne peut pas être pérennisé à travers un emploi. Oui. Donc ce qui veut dire que cette mobilité, migration d'abord, mobilité, et ensuite retour au pays, pose des questions. Et je pense qu'à La Réunion, il n'y a pas suffisamment d'ajustement, de questionnement par rapport à ça, alors que la mobilité est au cœur même d'un système politique, social et sociétal. Donc je suis obligée d'aller vite, puisque nous devons gérer la salle et il y a d'autres personnes qui doivent prendre la parole après moi. Donc je vous remercie, j'attends vos questions. On va laisser les questions pour la fin. Désolé pour la rapidité des questions. Salut beaucoup. Alors, donc je vous disais, donc, là, je fais partie donc, de la FED, donc la Fédération des enfants déracinés des Outre-mer. Donc cette fédération ainsi que donc, Racines en l'air donc, a pour but de rassembler tous les enfants qui ont été exilés depuis les années 60 en métropole. Afin de retrouver leur identité et surtout leurs racines. Donc là, sur la vidéo, donc, vous avez plutôt trois. Donc Marlène Morin, tout à droite, au milieu, donc monsieur Jean-Lucien Herry et Jean-Philippe Jean-Marie. Donc en fait, ils ont été des enfants qui ont été envoyés dans les années 60. Donc ils ont fait partie d'un dispositif de l'UDAF.
qui ont mis donc des billets d'avion à disposition pour que ces personnes puissent rentrer chez eux et découvrir leurs racines à la recherche de leur vraie identité. Donc moi, si je suis ici présente aussi, c'est pour parler de l'intergénérationnel, parce que ça touche donc forcément ces enfants, mais ces enfants, ils ont eu des parents, et donc ces parents, ils ont eu aussi des enfants. Donc moi, je suis Magali Savrimoutou, et donc j'ai pris conscience que je faisais aussi partie de cette histoire de par ma famille. J'ai appris que j'avais des frères et sœurs de mon père qui avaient été adoptés dans les années 60, mais sans pouvoir savoir comment, pourquoi. Et à l'âge de 15 ans, je me suis posé beaucoup de questions, à savoir comment ça se fait que mon père n'avait pas été adopté et eux avaient été partis. J'ai fait des recherches et j'ai rencontré l'association Racines en l'air qui m'a guidée. Et dans ce cadre-là, il y a une commission qui a été mise en place en 2016, en février 2016, pour faire lumière sur cette histoire sombre de l'histoire de France. Et donc de là, je suis partie à La Réunion, rejoindre ma grand-mère. Et donc j'ai pu avoir un rendez-vous au Conseil général de La Réunion, où on a pu nous donner justement l'identité d'une de mes tantes qui avait été envoyée en métropole dans les années 60. Donc voilà, cette démarche, c'est tout simplement pour connaître son histoire, de comprendre l'histoire familiale, pourquoi ce drame, ce qui s'était passé, des questions obscures. Donc j'ai pu reconstituer un petit peu le puzzle, l'histoire familiale, et aussi permettre à ma grand-mère de retrouver ses enfants qu'elle n'avait pas vus depuis 50 ans. Donc voilà, c'était important pour moi d'être là aujourd'hui pour vraiment aussi marquer sur le point intergénérationnel et aussi de mettre en avant ces parents aussi qui ont souffert, qui se sont fait arracher leurs enfants. Merci. On va pouvoir passer au débat. Si vous avez des questions par rapport au film, par rapport à l'intervention de Lucette Labache ou celle de Madame Savrimoutou. Du coup, j'avais une question pour Madame Labache par rapport au CNAM et à la DOM. Comment est-ce que c'est justifié, on va dire, et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas, c'est une question un peu faussement naïve, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un développement local au lieu qu'on soit envoyé comme ça ici, et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une politique de retour au pays pensée financièrement? Par exemple, moi je suis partie avec le CNAM. Je suis allée mardi, samedi j'ai pris l'avion, on m'a donné 2 mois d'hébergement et puis on m'a donné 2 000 €. Et par contre, si je veux rentrer, Alors, le CNAM a été créé également par Michel Debré, Comité national d'accueil des Réunionnais en métropole. Donc, c'était une association qui visait justement à l'accompagnement des Réunionnais à Paris, donc avec le foyer qui a été fermé, le foyer de la rue Gauthier. Et ce dont se plaignent les personnes qui viennent en mobilité, c'est la question de l'accompagnement. Cette question, elle apparaît déjà dès le début du BIMIDOM, c'est-à-dire à qui s'adresser lorsqu'on est en difficulté. Et cet accompagnement se pose toujours. Alors, pour le retour au pays, cela était prévu dans les textes, mais dans les faits, c'est beaucoup plus difficile. Le retour au pays est prévu notamment pour raisons sanitaires, et il y a un intervenant qui le dit très bien dans le commentaire. Donc, le passage par la folie était aussi une façon de revenir au pays et de faciliter, en tout cas, le retour au pays. Mais actuellement, ce retour au pays, il n'est pas fait pour la simple et bonne raison que les autorités ne veulent pas que les jeunes retournent au pays. Donc, ils veulent que les jeunes s'installent définitivement. Et là, par rapport aux générations des années du BIMIDOM, lorsqu'on partait pour le BIMIDOM, c'était pour un temps qui était long. C'est-à-dire qu'on s'enracinait, on restait en métropole pendant plusieurs décennies. Alors qu'actuellement, les jeunes qui partent, ils circonscrivent leur mobilité ou leur migration à quelques années.
Ils le disent eux-mêmes. Donc ils ne se projettent pas du tout sur plusieurs décennies ou alors pour un retour à la retraite. Mais effectivement, cette question de la prise en charge du retour par les organismes des filières de mobilité est toujours d'actualité. Et je ne pense pas qu'il y ait une réponse unique à cette question. Le documentaire est plutôt pas mal, très mal, mais merci. Et puis je voulais savoir comment est venue l'idée du documentaire en fait. La question elle est autre, c'est est-ce que, puisque Mademoiselle parlait des liens intergénérationnels par rapport à la déportation, je vais dire aussi comme ça. Mais les liens intergénérationnels, je pense aussi, en tout cas moi qui est enfant d'une maman venue par le Bimidum, il est aussi là-dedans. Donc est-ce que c'était quelque chose qui a été échangé ou pas? Parce que moi ça n'a pas été échangé du tout, j'ai gratté, j'ai trouvé. Ou est-ce que c'est venu tout seul? C'est même carrément de l'archéologie en fait, pour vraiment gratter. Et ce projet en fait c'était pas voué à être un documentaire dès le départ, en fait, un film. Ça a été vraiment une démarche personnelle pour. Je me suffisais pas à ce qu'on me dise arrête avec le passé, laisse tomber, tout ça. Voilà. Je posais des questions et en même temps j'avais aussi le retour. Moi je suis né en France en fait et j'ai eu le retour assez vite des gens que d'où tu viens, d'où tu es, tu n'es pas d'ici en fait. Et ça a été donc depuis la petite enfance d'essayer de poser des questions, pas avoir forcément de réponse, d'être mis à l'écart. Donc la caméra a servi à ça en fait, à commencer. Et là j'ai commencé à voir après, à découvrir donc l'histoire familiale et à découvrir la grande histoire de France et de la Réunion. Et voilà, c'est ça qui m'a fait vouloir moi écrire une histoire parce que c'est très difficile en fait. Je pense dans toutes les migrations, mais c'est vrai qu'à la Réunion, dans les familles réunionnaises, il y a quelque chose de l'ordre de. Voilà, il y avait eu carrément. Ouais. Voilà, en fait, ce que je dis tout le temps, c'est le silence qui m'a fait partir, de vouloir raconter une histoire en fait. Parce qu'à un moment, le silence, ça pèse en fait. Oui, derrière. Oui. Ah, c'est beau. Ouais. Ok, donc en fait, j'avais une question. Parce que c'est super bon, merci en fait d'avoir film. J'ai vu vos deux têtes dans plein de reportages, parce que je regarde sur YouTube plein de trucs et tout, donc des gens, c'est non. J'entends pas. Non, de Monsieur Jean, c'est Monsieur Blanc, enfin, je oui. Voilà. Et moi, ce qui m'interpelle un petit peu, c'est aujourd'hui, dans quelle mesure, en fait, nos élites réunionnaises portent ce sujet. Moi, j'ai cru comprendre que Nassima Dindar allait mettre une plaque à l'aéroport de Langueros pour les déporter de la Creuse. Moi, je trouve ça un petit peu léger par rapport à ce qui s'est passé. J'ai l'impression que c'est des initiatives un petit peu personnelles, c'est ce que vous racontiez, que vous avez pris des petits bouts de manière un petit peu archéologique, artisanale, etc. Moi, je pense que c'est un sujet qui devrait être saisi par nos élites, par nos dirigeants, et à mon sens, juste un tableau. À l'aéroport de Roland-Garros, pour se rappeler qu'en fait, les enfants qui ont été déportés, ça me paraît très 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 léger, donc je ne sais pas si. Enfin, j'ai aucune. C'est vrai, il y a pas mal de temps que je suis là, mais je ne m'interroge pas vraiment sur la portée de tous ces documentaires. Moi, je les vois, je vois sur YouTube, enfin, c'est un vrai sujet. J'ai cru comprendre qu'il y avait une association qui essayait de faire des choses dans ce gouvernement. Maintenant, il y a le gouvernement Macron, de ce qu'il en est. Et après, j'ai envie de dire. Je vais faire un parallèle un peu hasardeux entre ce qui se passe en ce moment et ce qui se passe en Libye, où il y a la France et des machin. Est-ce que c'est pas plutôt les dirigeants africains de se battre pour eux-mêmes, enfin, le peuple qui se bat pour le peuple, plutôt que de demander. Là, je pense qu'à la Réunion déjà, il faudrait qu'on soit mobilisé pour d'une manière organisée et pas juste disparate en fait. C'est un peu le sentiment que j'ai. En tout cas, merci de le faire, mais moi, c'est une question un peu longue. Oui. Et je suis pas sûr d'avoir la réponse non plus. Après, il y a moi, je peux répondre un peu par rapport à ce film, justement, mais je pense que, parce que tu appelles, toi, élite politique, je pense que ça reste des politiques qui aussi sont dans un fonctionnement souvent électoral et qui vont se servir de choses, d'émotions pour se faire élire. Donc,
tout de suite, ça peut poser une problématique aussi de... Après, moi, c'est vrai que par exemple, ce film, j'ai été dans l'antenne du Conseil Général, je ne sais plus comment départemental, je ne sais plus comment ça s'appelle, à Paris, où donc je leur ai dit, j'ai fait un film, j'aimerais bien avoir un peu de soutien pour le diffuser. Je ne demandais pas d'argent, hein, c'était juste le diffuser en fait, quoi. Et on m'a posé la question de quoi ça parlait, donc j'ai un peu raconté, et qu'en plus ça évoquait l'histoire familiale. On m'a demandé si ça parlait des enfants de la Creuse, donc après peut-être je sais pas si j'ai eu le même retour, et on m'a dit, on m'a demandé combien de minutes en plus des enfants de la Creuse. Enfin, il y a tout un truc comme ça, et de dire, on en a jusque-là, à un moment, voilà, arrêtons de poser les problèmes, donc peut-être des films qui vont parler du tourisme et tout ça, ça va être... C'était peut-être tout ce qui les intéressait. Mais moi, j'ai été à La Réunion en avril 2016 pour essayer de le faire tourner. Pareil, aucune institution m'a répondu, en fait. Ça a été vraiment en circuit marron où ça s'est tourné. Il y a une volonté de ne pas diffuser ce discours. Enfin, moi, mes parents sont de La Réunion. Et oui, les Marmets à la Creuse, ils connaissent, mais sans plus, en fait, ils s'en foutent. Enfin, je sais pas comment dire, il y a un côté où en fait, c'est passé, on s'en fout. Non, je pense que l'histoire, elle s'écrit en connaissant notre histoire, et je trouve qu'en tant que Réunionnais, on ne connaît pas notre histoire. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que justement, les intellectuels ont été censurés à l'époque, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de voix qui sont élevées. On connaît tous Aimé Césaire ou François Hollande au niveau des Antilles. À part François Vergès qui est politologue, etc. Enfin, moi j'ai cherché un peu, peut-être un petit peu comme vous, sur internet, pour trouver des gens. À quel moment on parle de notre histoire, et c'est vrai qu'on est tous à la Réunion, c'est multicolore, donc il n'y a pas de. On n'a pas cette espèce de truc de revendication, on est réunionnais, enfin on cherche la revendication, mais on a une espèce de réparation pour ce qui s'est passé. Alors, parce qu'on parlait de repentance dans tout le film, pour moi c'est moins de repentance qu'un devoir de réparation de la part de l'État. Mais il faut que ce soit porté par nos dirigeants. Enfin, pour moi, mettre un. Moi, je suis. C'est ce qu'a fait Mme Erika Barretch au sujet des enfants de la Creuse. Oui, il y a une reconnaissance morale. Oui, mais elle est en train de. Oui, après, il y a une commission nationale qui a été mise en place en 2016 avec une. Pour répondre à cette personne, on fait quelque chose. Oui, on mène des actions, il n'y a pas rien. On arrive à des cours. Oui. Oui, et on continue, on doit encore tirer la corde. On ne peut pas laisser là comme ça vous enseigner, on en parle, c'est fait. Non, il faut continuer. Il y a eu un grand. Tous les enfants de la Creuse, les personnes qui sont très fortement entrées dans l'histoire, les enfants de la Creuse, ont fait, il y a 4 ou 5 ans, un petit tour de France, on va dire, je dis un petit tour avec Sudek-Huma, Maillard et d'autres, pour nous présenter justement cette actualité, cette chose qu'on savait plus ou moins. Moi j'ai 60 ans, je l'ai vécu, le feu rouge, attention, si vous ne faites pas ça, si le feu rouge de Chicha ou ça, je l'ai vécu. Donc on en a vu, on en a entendu, mais on ne savait pas, là on le met en haut. Tant mieux, parce qu'il faut à un moment donné sentir. André Robert disait quelque chose que je découvre. Effectivement, Debré, on l'a appelé Papa Debré, tonton machin et tout. C'est un homme infect, on devait même l'effacer de notre histoire réunionnaise, cet homme, pour tout le mal qu'il nous a fait. Jusqu'à maintenant, je suis, franchement, à l'époque où Debré arrivait à La Réunion, moi j'étais enfant à La Réunion, on était là, tout le monde l'accueillait, Papa Debré, tonton Debré et compagnie. Quand on voit toute la souffrance en dessous qu'on découvre, qui fleurit en ce moment, mais ça fait. Moi j'ai pleuré pendant ce documentaire, j'ai pleuré. Parce qu'il y a des souffrances. Moi, j'ai vécu avec des Réunionnais ici qui étaient en souffrance, ANT et autre chose du Midom. Et bien, ces Réunionnais-là, ils avaient le cœur joyeux et tout. Moi, j'avais un travail, j'avais une maison. J'ai découvert, parce que le père Rivière, et dans le défilé, j'ai vu Patrick Nobel qui avait on avait une grande association ici qui était l'ARCC. On avait tous les 15 jours, on avait des conférences, des réunions, on venait écouter ce qu'il y avait à faire.
pour revenir à ces enfants-là, le père Lulière avait fait une conférence sur son livre. J'ai découvert qu'en fait, je fréquentais des Réunionnais, on allait danser, on mangeait, on faisait tout ensemble. C'est des Réunionnais en souffrance, et ces Réunionnais-là, c'était des Réunionnais de Debré. Donc, Debré, moi, ce nom, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Moi, je pense pas que c'est ce que vous vouliez dire, mais je pense pas qu'il faille l'effacer complètement l'histoire de la Réunion. Justement, il faudrait qu'on sache plus ce qu'il a fait, et d'arrêter de le mettre sur un piédestal. Alors, peut-être sûrement que j'ai tort de dire qu'il faut l'effacer, mais c'est quelqu'un qu'il faut peut-être enlever de sa gloire. Voilà. Et juste pour dire par rapport à ce qu'on entend, il y a aussi justement cette option de ne pas forcément attendre qu'on parle de notre histoire. Et comme vous dites, hein, je pense dans beaucoup d'histoires de Réunionnais qui sont en France, de famille, si déjà on raconte tous, on essaye de raconter toute notre histoire. Après, je pense que même les élites, ils vont venir rapiller un peu dessus, hein, picorer, parce que ça peut leur servir. Mais c'est à nous aussi de porter notre histoire. En fait, il y a des chercheurs aussi, comme Madame Lavache ou d'autres, Madame Françoise Bergès et tout ça. Mais il y en a qui le font aussi un peu, mais c'est vrai que à nous aussi de dire voilà, notre histoire elle n'est pas plus, pas moins, et voilà. Qu'est-ce que vous causez oui, monsieur. Oui, pour continuer sur ce que disait Betty, Debré, il existe encore par ses enfants, par sa famille, qui a encore énormément de poids en France, et de pouvoir politique. Et donc, évidemment, les hommes politiques en métropole n'ont pas intérêt à ce que cette histoire-là ressorte de trop, parce que là, comme on l'entend, il y a des gens comme vous. Et moi, je ne suis pas réunionnais, mais vraiment, je suis terriblement touché par votre histoire. Excusez-moi. Et donc voilà, on essaie de vous faire taire. De faire taire les gens qui remuent cette histoire. Et il ne faut pas oublier que dans le néocolonialisme actuel, il y a des hommes politiques réunionnais de souche qui ont vraiment les idées de Debré et de la famille de Debré et qui n'ont pas intérêt non plus que tout ça ressorte encore. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens comme Erika Barèche, c'est pour ça que j'espère qu'il y a des nouveaux députés très actifs en ce moment qui aussi auront du poids dans cette histoire pour faire ressortir, pour parler de déportation et pour parler de génocide. Parce que le mot génocide, on l'entend rarement, hein, même depuis récemment, là je l'ai beaucoup entendu ici, on entend plus déporté que génocide, et la définition que vous avez donnée dans ce reportage est excellente. Oui, vas-y. Bonjour, ma question s'adresse à Madame Lavache. Vous parliez tout à l'heure du concept de mobilité, enfin, je n'avais pas le terme exact. Je voulais savoir si ce concept était spécifique à La Réunion, et si on le retrouve actuellement dans les autres territoires d'outre-mer. Je pose cette question parce que j'ai eu la chance récemment d'aller dans quelques îles ici et là d'outre-mer, et je n'ai pas retrouvé cet aspect publicitaire de cette mise en avant de la mobilité pour résoudre le problème de l'emploi. Et alors qu'à La Réunion, par-delà cette publicité, la mobilité est considérée par les politiques comme l'une des seules solutions à la résolution du chômage. Oui, effectivement. Donc c'est à La Réunion et à Mayotte que la mobilité est instrumentalisée à ce point par les politiques. Tandis qu'aux Antilles, donc, le départ vers un autre lieu est laissé à l'appréciation de chaque acteur. Alors il faut aussi remarquer qu'à La Réunion et maintenant à Mayotte, il y a 2 filières de mobilité organisées. Donc la DOM et le CNAM, tandis qu'aux Antilles, il n'y en a qu'une, Antilles et Guyane. Bonjour, je suis André Mathieu, je suis membre de l'Union des étudiants réunionnais de l'Hexagone. Et j'ai une question aujourd'hui, c'est pourquoi justement on encourage cette mobilité, enfin, cette émigration de nos jeunes étudiants réunionnais vers la métropole. Ce qui me relance une autre question encore, c'est pourquoi justement on parle justement du chômage et tout cela, alors que dans les statistiques, je ne sais pas si vous avez vu ces derniers temps,
ces derniers temps la première destination des personnes qui déménagent des métropoles et de la Réunion. Donc je voulais savoir pourquoi justement nous, jeunes, de partir de chez nous pour accueillir des personnes à la Réunion. C'est la grande question. C'est la grande question. Pourquoi? Pour moi, c'est... Pourquoi? Parce que le système fait que il n'y a aujourd'hui pas de réelle volonté politique de développer économiquement la Réunion et de former les jeunes et de faire en sorte qu'ils puissent travailler chez eux. Le système de recrutement actuel fait que beaucoup de travailleurs sont en fait embauchés depuis la métropole pour les faire venir ensuite à la Réunion. Mais par contre, les Réunionnais qu'on envoie faire leurs études, faire des formations en France, dans l'Hexagone, il n'y a pas de politique en place pour leur permettre de se réinsérer ensuite dans le marché de l'emploi à la Réunion. Ça, ce sont des faits. Après, les raisons... Lucette, la vache, peut-être... Oui, je suis tout à fait d'accord. Ce retour au pays n'a jamais été pensé, je pense, depuis les années 60. Et encore plus maintenant, dans la mesure où les recrutements se font à partir de la France, et puis à travers des réseaux que tout le monde connaît à La Réunion. Donc le puissant lobby Oreilles, par exemple. Enfin, bref, j'ai connu le CNAR, j'ai connu l'AMT, j'ai été moi-même déporté avec une plus belle couche de peinture, celle du Benidorm. On est arrivé, nous, pareil, lâchés en métropole. On est arrivé à Lyon, on était lâchés, on n'a pas eu grand-chose. On devait arriver soi-disant avoir un hébergement, avoir de l'argent, avoir plein de trucs. On n'a rien eu. On s'est débrouillé de nous-mêmes. Avec le peu d'argent qu'on a mis, on était lâchés à la rue. Aujourd'hui, je pense que c'est encore pareil, ça continue. On essaie, nous, avec notre association, d'aider les gens qui arrivent le plus possible. C'est très compliqué, sachant qu'on est bénévole et qu'on n'a pas galère énormément à avoir des subventions. Je ne vois pas comment on va pouvoir évoluer, comment on va pouvoir avancer. Le Réunionnais, de toute façon, est presque une sous-race. Parce qu'on n'est pas aimé, on n'est pas aimé. Désolé de le dire, on n'est pas aimé. Il faut qu'on apprenne à s'aimer entre nous, déjà. On n'est pas aimé. On est ici, le métropolitain a beaucoup plus de facilité que le Réunionnais de muter à la Réunion. Oui, ça c'est vrai. Alors que le Réunionnais lui-même, qui est en métropole, n'arrive pas à muter à la Réunion. Donc j'aurais aimé une personne de la classe politique soit là pour pouvoir répondre un petit peu à tout ça. Est-ce qu'il y en a ici? Savoir ce qu'ils pensent au portable. Mais comme je n'ai pas la prétention de vraiment me connaître, mais j'ai compris comment il fallait faire pour que nous puissions revenir. Je suis né en France. J'ai grandi en France. Mon père, c'est un gars de la Sacalais. On connaît tout ça. On a tous des histoires différentes, mais ça revient à la même chose. Ce que je veux dire, c'est que j'ai voulu faire pour mes enfants ce que moi, je n'ai pas pu avoir. C'est-à-dire avoir une identité réunionnaise, parler toute la journée, savoir c'est quoi le manger du climat, etc. J'ai fait ça pour mes enfants. Donc, j'ai dit à ma copine, j'ai dit, bon, tu travailles à l'INSEE, tu es fonctionnaire, on va demander l'habitation, on va partir là-bas. Je suis arrivé là-bas, impossible d'avoir de l'emploi. Alors qu'ici, peu importe le CV où je le déposais, on va dire 1 ou 2 semaines plus tard, j'avais du travail. Là-bas, impossible. Que ce soit en tant que caissier, que ce soit cash converteur, peu importe. On va passer les détails. Ce qui fait que je me suis dit, on va passer un concours à la Réunion. Ce qui fait que j'ai trouvé ce système-là pour pouvoir retourner. Il faut être fonctionnaire depuis là-bas, venir avec le CNAR, même si ça coûte plusieurs milliers d'avions, je ne passe plus de détails, venir ici et demander sa mutation, vous serez prioritaire. Moi, mes enfants actuellement sont à 10 000 km de là où j'habite actuellement. Ce qui fait que j'ai une priorité pour le retour, j'ai un justificatif. Voilà mon passeport pour pouvoir retourner définitivement à la Réunion et d'être respecté. C'est pas bon. D'accord, j'explique. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la possibilité d'être muté, aujourd'hui, en tant que Réunionnais, avec votre identité, avec le fait que vous avez fait le nécessaire déjà pour envoyer vos enfants là-bas, vous serez prioritaire pour pouvoir retourner à la Réunion, contrairement à métropolitain. Non. Alors, moi je suis en contact avec les syndicats et je peux vous dire qu'ils font en sorte que vous aurez la priorité.
Madame, oui. Je suis née à Noisy-le-Grand, je suis née en métropole. Et ma mère est réunionnaise et j'ai grandi à La Réunion. On a fait beaucoup de déménagements Réunion métropole parce qu'on n'arrivait pas à rester là-bas. Il n'y avait pas de travail. Alors qu'ici, c'était plus facile de trouver du travail. De toute façon, ma mère, mon père, ils avaient aussi été fonctionnaires à un moment. RATP, c'était tout ce qu'ils avaient trouvé. Mon père, lui, il est Zoraï, parisien. Et donc, j'ai eu pendant. Au moins, on est resté le top 4 ans. Donc, j'ai parlé créole, j'ai vécu à Saint-Gilot, dans les petites cases de mémé, là, le cyclone qui passe, le rocaille saucisse, tout ça, je connais. C'est ma culture. Et le problème, c'est j'ai appris des choses là-bas. Il y a eu des programmes assez intéressants. Par exemple, en musique, on ne faisait pas la flûte comme ici, on faisait le djembé. On avait un prof de musique qui nous appelait des chansons et pas des chansons françaises. Et là, j'arrive ici à l'âge de 13 ans. Je découvre qu'il n'y a pas de réunionnais. Il n'y a pas de réunionnais en France. Il y a des Arabes, il y a des Noirs. Les Noirs, c'est des Africains, c'est des Antillais. Il n'y a pas de réunionnais. Les réunionnais, ils sont nulle part. Je regarde bien les Malbars, je demande. Je parle fort des fois. Ils ne comprennent pas, les langues. Ils ne comprennent pas, il n'y a rien. Aucune. Il y a des fêtes réunionnaises des fois. Ma mère ne veut pas. Tout ce qu'elle connaît, c'est faire des fêtes comme ça de temps en temps. Mais moi, je ne veux pas, je suis trop jeune, j'ai que 13 ans. J'ai beaucoup souffert de vivre ici. J'ai beaucoup souffert de grandir en métropole parce que juste avant de partir, en plus, c'est là où j'ai vu en 2002 un documentaire, alors je sais pas c'est quoi le nom, sur les enfants de la Creuse, et je ne savais pas tout ça avant. Et quand j'ai appris ça, je me suis dit, ma mère, elle a réussi à venir en France à 21 ans, en 75, et c'était pas avec c'était vraiment un coup de chance en fait. C'était quelqu'un qui connaissait, qui l'a hébergé là-bas. Donc elle n'a pas connu cette France-là. Elle a pu ramener des petits frères, des petits sœurs qui voulaient voir la France, qui voulaient voir ce que c'est la France. C'était bien les trucs qui aujourd'hui pensent encore comme ça. Ils ont tous la soixantaine maintenant, ils sont à 8 et 9, hein, mais ils pensent tous, oui, la France, t'as de la chance, t'as un métropole, vas-y, fais des choses et tout. Non, je me fais chier, moi ici, je connais, c'est bon, ça va, je connais Paris, je connais le métro, mais j'aimerais bien retourner à La Réunion. Et je peux pas. Quand je vois à La Réunion, toujours à la métropole, à au Canada, à l'Australie, au monde, oui, il faut partir et tout ça, il ne faut pas rester ici, il n'y a rien, il y a quoi? Il y a plein de choses à La Réunion. C'est juste que je trouve qu'on n'exploite pas la richesse. Et le Maloya, j'ai besoin du Maloya pour écraser un Maloya. Comment je fais? J'ai demandé à des gens ici, sur des groupes Facebook, quand ils veulent faire leur religion, service cabaret, service malgache par exemple, ça ils ne peuvent pas faire ça en France. Ils peuvent le faire qu'à La Réunion quand ils sont d'origine malgache. Quand ils sont d'origine malgache, c'est pareil. Ici à quoi la tête du temple, tout ici, du village. À La Réunion, il y a des beaux temples ici, ils ne sont pas capables ici de faire un seul temple. Parce que ça serait mauvais dans Paris, tout c'est pas. Ça se trouve dans le 18e, c'est pourri. Je suis passée devant, j'ai cru que j'allais rentrer, je suis pas rentrée. Non, c'est pas comme à Saint-Paul, c'est pas les mêmes trucs, c'est pas la même chose. C'est pas la même culture, je ne me sens pas chez moi ici. Et pourtant, je parle français, c'est ma première langue sur Internet. Je parle français, je suis française. Quand les gens me voient, ils pensent que je suis arabe, que je suis juive, que je suis d'Italie, je sais pas, ils inventent des trucs. Je suis réunionnaise. Et ils ne supportent pas ça. Les cas de racisme, j'en ai vécu autant, un petit peu à La Réunion, à Zoraïland, à Saint-Gilles-des-Bains, autant que ici. Hein, donc, voilà, mais c'est dur. C'est dur de retourner à La Réunion, moi je me très bien. Il y a toujours des oui, mais on n'avait pas de travail là-bas. Moi, je voudrais savoir, franchement, moi je viens avec un rêve, il a dit si à La Réunion, il y avait du taf, il irait avec moi et on irait vivre à La Réunion, parce qu'il a vu ça à 3 semaines. Et, bon, et les oreilles, ok. Mais c'est bon, il a adopté le mode de vie réunionnais et il a dit, voilà, il a trouvé ça merveilleux. Il n'a pas vu l'envers du décor. Quand je lui ai parlé de de la Creuse, il a bien foutu mal. Il a dit, mais pourquoi personne ne parle pas, pourquoi il n'y a pas d'ingénierie d'histoire? Parce que tout le monde s'en fout ici.
On n'est pas des Français, on est personne. Merci. On va laisser la parole à d'autres gens aussi. Non, je vais juste rajouter une petite chose, mais par rapport à tout ce que j'entends, et finalement, historiquement, ce que disait Madame Lavache tout à l'heure, et un peu l'archéologie que j'ai fait aussi, c'est que j'ai l'impression que nous, et je m'inclus dedans, même si j'ai envie de le péter aussi, c'est-à-dire qu'il y a un plafond de verre pour les Réunionnais, c'est-à-dire de pouvoir dire, arriver en France à l'époque, de pouvoir se réunir ensemble, de pouvoir faire des choses ensemble, etc. La honte ou je ne sais quoi faisait que non, il fallait être assimilé dans, encore une fois, aujourd'hui, on parle d'intégration, on parle d'intégration par l'assimilation, il faut revenir toujours. Tandis que les autres ont essayé de se mettre en groupe, etc. Et dans ce que j'entends encore là, on a un peu comme peur de péter le plafond de verre et de pouvoir créer des choses ensemble, à La Réunion ou ici, et de pouvoir le montrer, quoi. C'est-à-dire que moi, depuis les nouvelles plaques d'immatriculation, ou un tout petit peu avant, on voit des petits papillons 974, etc. Nos parents, avant les premiers, essayaient de mettre des bandeaux sur les voitures. Je reste sur les voitures parce que c'est visible. Mettez le petit truc La Réunion, ça n'existait pas vraiment. On voyait beaucoup d'autres personnes qui le faisaient. Et alors c'est pour ça que je vais en venir à là. On vous remercie aussi pour cet après-midi parce que ça permet peut-être à ceux qui, hormis Facebook ou autre chose, ou ceux qui ne connaissaient pas, voilà, essayent de pouvoir se réunir, créer des choses et essayer de péter ce plafond. Question. Bonjour, Stéphane Barchet, Association Podium. J'ai une question pour Madame Lavache. Dans votre présentation, vous avez rapidement abordé le thème des congés bonifiés auprès de la PHP. Quel a été votre travail avec eux? À la paix. C'était l'organisation d'un événement, c'est-à-dire un colloque qui a réuni plus de 3000 participants au Palais de la Mutualité. Et il y a aussi la rédaction d'un ouvrage qui a été édité par les éditions de la PHP. Donc sur les originaires de l'outre-mer à l'assistance publique hôpitaux de Paris. Ça va peut-être paraître un peu bête, mais en fait j'ai rencontré un Réunionnais il y a 2 jours. On parlait de formation parce qu'en fait il faisait le métier que je faisais. Comme j'ai très peu de rapport avec les Réunionnais, il m'a dit qu'il avait le loisir de partir tout un mois à La Réunion. Et il m'a dit qu'en fait je suis parlé des bonités, quelque chose qui est un peu normal par rapport à le documentaire. Et lui m'a parlé d'un système qui s'appelle la continuité territoriale. C'est une aide financière pour pouvoir payer en partie ton voyage à La Réunion en fait, quand tu... Jusqu'en 2016, pour les gens qui habitent en France, qui la constitution territoriale pour venir à La Réunion. C'est un peu complexe. C'est une galère. En fait, c'est quelqu'un qui est aussi comme système parce que tout le monde de tous les papas, maman. Voilà, quelqu'un qui s'arrête là. Merci beaucoup pour l'événement. Je ne vais pas parler beaucoup parce que je suis pas réunionnaise et je vais vraiment laisser la parole aux personnes concernées. Je suis martiniquaise et j'ai une question sur les familles. Parce que moi, ce que j'observe à la Martinique, la mobilité, elle est partout. Elle est partout. Si bien que ça a été intégré, en fait, dans la population. Et c'est presque... on est tellement poussé à partir, même dans les familles, c'est-à-dire que les parents ne veulent plus que leurs enfants restent en Martinique, ni pour étudier, ni pour travailler. Ça veut dire les parents poussent les enfants à partir. Et on vous reproche de rentrer à la maison. Dans ma propre famille, tout est fait pour que, en fait, il n'y a plus rien, laisse tomber, il n'y a plus rien chez nous, va-t'en, va au Canada, aux États-Unis, va en Chine, va où tu veux, mais en tout cas, ne reviens pas parce que, en gros, c'est l'enfer ici. Donc, moi, j'appelle plus ça de la mobilité ni de la migration, j'appelle ça de l'exil. Et en fait, il y a tout le monde, toute la jeunesse est exilée. Et quand il y a quelqu'un qui veut rentrer, ben en fait, il faut tout se... Mais pourquoi tu reviens? Mais tu vas partir du travail, mais ceci, mais cela, tu es folle, mais qu'est-ce qui t'arrive, etc.
Donc j'aimerais savoir quelle est la situation des familles en tant que telles, parce que vouloir rentrer chez soi quand sa famille te dit mais en fait t'es folle et tu peux chercher, c'est pas évident. Donc quelle est la situation en fait à la Réunion? Merci. Pour les familles. C'est-à-dire pour les familles les familles réunionnaises qui oui. sont à La Réunion, dont les enfants partent pour étudier, etc. Quelle est leur position compte tenu de la réalité sociale à La Réunion? Je pense qu'il y a un accord tacite des familles, parce qu'ils savent que trouver du travail à La Réunion, ou alors il faut s'insérer dans le clientélisme, c'est-à-dire être auprès des politiques et militer pour ces politiques, ou alors ne rien avoir du tout, ou encore créer son emploi, ce qui est aussi une autre voie. Mais je pense que dans les familles, il y a un accord tacite. Mais ce que j'ai remarqué au cours de ces 15 dernières années, lorsque les jeunes manifestaient contre la mobilité, contre leur affectation en métropole, ils étaient très soutenus par leurs parents, qui étaient à leur côté, pour qu'ils restent au pays, comme ils disent. Tout ce que je sais, c'est que ma mère a hâte que je revienne au pays. Alors, du coup, alors, s'il vous plaît, par contre, il va falloir écourter vos interventions, il reste 15 minutes. Bon, alors, Oui. Tout à l'heure, Mme Labage avait dit quelque chose. Il se trouve qu'en 2009, il y a une association créée par une seule dame qui s'appelle Margaret Roller, qui donne son nom extrait. Elle a formulé quelque chose d'extraordinaire pour les Réunionnais du monde. Chine, Japon, Amérique du Sud, du Nord, Afrique du Sud. Et on s'est retrouvé 84 personnes avec des niveaux d'études au-dessus, supérieurs, pour venir expliquer aux Réunionnais. On a l'avion, l'hôtel payé, le manger payé. On a tenu ça pendant une semaine. On nous a accueillis à l'hôtel de ville de Saint-Denis, on est passé à la télé, à la radio. Après, c'était boîte de nuit le soir, on avait droit aussi à ça, pour raconter aux jeunes Réunionnais, étudiants, futurs, projection à l'extérieur. Regardez nous, ce qu'on est devenu, tu vois. Moi, je suis aux États-Unis, j'ai eu ce bagage, je vis bien à l'extérieur de la Réunion. Cette association, enfin, cette formation s'appelait Valcorée. On est rentré en France, on s'est réunis entre quelques Réunionnais qui étaient partis, on était 84 quand même, dans le monde entier. On s'est retrouvés, et puis on s'est dit, comment ça se fait qu'elle nous a un peu manipulés, parce qu'en fait c'était une chercheuse de tête, cette femme. Elle cherchait autant les gros diplômés, et par ailleurs, attraper ces jeunes Réunionnais étudiants, ils seraient venus vers elle pour avoir la filière. Voilà, je voulais juste dire ça. Vous avez dit qu'à La Réunion, vous êtes adressé à des institutions et que personne vous avez ouvert les portes pour. En amont, film, en amont, ouais, pardon. Mais est-ce que vous avez diffusé votre film? Vous avez pu le diffuser ou pas? Vous avez contacté des télés, Téléréunion, Téléréunion, ouais. Ouais. Il a été diffusé, donc il y a eu une douzaine de projections sur un mois et demi, qui a été fait principalement dans les cases particulières. Et il y a eu 3 médiathèques qui l'ont accueilli. Ils ont vu le film, ils l'ont visionné, j'ai pu le réponse. Et après, enfin moi, j'ai le micro, la parole là, je voudrais dire, je pense pas, moi, qu'on n'aime pas les Réunionnais, en fait. Hein. Je crois juste, comme disait Mme Labage, on est toujours invisible. Et tant que nous, on ne s'aimera pas, on ne peut pas demander à l'autre, forcément, de le faire. Quoi. Et je pense qu'on a parlé aussi du problème de lien en fait, qu'il y avait à l'époque du Midom chez les Réunionnais. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'il y a encore peut-être une problématique de se résorber un peu et de faire des choses pour pouvoir. Même on n'est pas obligé d'être d'accord sur vous politiquement et tout ça, mais essayer pas se montrer, mais en tout cas de pouvoir poser nous des choses qui nous tiennent à cœur. Et c'est pas dans l'idée de briller en fait, c'est pour se faire aimer, c'est juste de s'aimer soi et de vivre ce qu'on veut être, une sorte d'identité qu'on construit. Quoi. Du coup, j'ai bien aimé votre film parce que moi je suis né à La Réunion, j'ai grandi à La Réunion.
Et je suis venu ici pour mes études. Et comme vous, j'ai eu la même démarche parce que quand je suis venu ici, on m'a fait sentir que je ne suis pas chez moi. Donc en gros, des gars, tu n'es pas chez toi. Donc du coup, pareil que vous, j'ai eu cette démarche justement de reconnaître mon histoire. Donc du coup, j'ai ouvert les livres. Et à partir de ça, j'ai pu me reconstruire déjà au niveau de mon histoire. Donc du coup, ma question, c'est comme vous êtes en liaison avec d'autres groupes qui se battent pour l'identité réunionnaise, est-ce qu'il y aura un gros travail qui sera fait au niveau des programmes scolaires à La Réunion, justement pour sensibiliser les jeunes par rapport à leur identité réunionnaise? Parce que moi, j'ai pas eu cette chance, parce qu'on m'a plus parlé de Charlemagne, Napoléon, ou des auteurs qui ont traité mes ancêtres de Sahel, cela. Donc du coup, c'est ça ma question, est-ce qu'il y aura des changements qui seront faits au niveau des programmes scolaires? Comme vous êtes en liaison avec d'autres... En tout cas, il y a eu à chaque fois, à l'issue des projections, un intérêt d'enseignants ou de gens qui ont dit qu'il faut que ça rentre dans le programme scolaire, surtout à La Réunion. Est-ce qu'il y a un combat qui est fait en ce moment comme quoi les programmes vont changer partout? Pour les programmes scolaires même, je ne sais pas exactement. En tout cas, pour parler de l'histoire de La Réunion, c'est un combat de plusieurs associations et collectifs là-bas. Et on se bat notamment contre nous-mêmes, en fait. Quand on essaie de parler de l'esclavage ou bande train commun à la place dans le passé, ben, souvent, tu as un Réunionnais pour te dire, ou une Réunionnaise pour te dire pourquoi vous voulez parler des choses de l'esclavage, faut arrêter de ressasser le passé, On a bien parlé de la Première Guerre mondiale, oui, bien sûr, bah oui. Pourquoi on ne parlerait pas de notre histoire? Ah oui, moi, carrément. Mais je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça, hein, puisque là, nous sommes dans le cadre de l'éducation nationale, et depuis le 19e siècle, on a construit le roman, notre roman national. Alors, il y a aussi une période de l'histoire de France qui a été occultée. Il y a une grande partie de l'histoire de France qui s'est passée en Outre-mer. Comme par exemple, Brazzaville a été la capitale de la France libre de 1940 à 1944. Et ça n'apparaît dans aucun livre d'histoire. Donc actuellement, il y a un groupe d'experts qui s'interroge s'il faut mettre 2 lignes dans les livres de terminale. Donc c'est pas pour bientôt. Parce que après voilà, les jeunes sont perdus, ils subissent une aliénation culturelle, donc ils sont étrangers à eux-mêmes, ils savent plus qui ils sont. Donc du coup après c'est compliqué pour eux parce qu'ils n'ont pas de modèle. Donc du coup en gros ils sont perdus dans la vie, ils ont plus de repères, c'est comme si on les a enlevé tous leurs repères. Je suis pas trop d'accord avec lui parce que moi je suis grandi à La Réunion et en 5e, si je me souviens bien, on a fait une étude en histoire pour parler de La Réunion, de comment La Réunion s'est depuis avec le volcan, les histoires de l'esclavage et tout ça. Et c'est vrai qu'après, je ne sais pas si à l'époque d'aujourd'hui, ça continue. Je sais que en terminale, on a eu genre 3 ou 4 heures de cours sur l'histoire de La Réunion. Vous allez dire peut-être que ça n'a pas dû être comme débat, mais en fait, moi je suis Zoré, j'ai découvert La Réunion il y a 2 ans. J'ai rencontré aussi une petite amie qui est créole. Et je suis particulièrement admirative de la culture créole et de tout ce que ça constitue. Mais par contre, moi, il y avait une question que je me posais par rapport à ce que tu as dit, c'est que tu as parlé de se battre pour l'identité créole. Et moi, c'est mon travail dans le cadre de mes études. Là, je travaille sur l'identité créole, justement. Et tu as dit se battre, mais pour toi, se battre, c'est pour différencier et classifier, ou c'est se battre pour rassembler autour de quelque chose dont tu te sens fier, en fait? Parce que moi, en fait, j'étais 3 fois à La Réunion, et j'ai ressenti, on m'a vendu, quand je suis partie, on m'a dit, tu vas voir, c'est génial, La Réunion, c'est multiculturel, c'est pluriethnique, c'est génial, tout le monde vit ensemble dans l'harmonie. Moi, j'ai ressenti du tourisme, quoi. Comment? Le discours touristique. Exactement, mais c'était la première fois que je débarquais, donc je suis arrivée comme ça, donc la physique, voilà, et en fait, j'ai ressenti vraiment du racisme anti-oreille. Je l'ai ressenti, et même. Mais c'est pas. Pour moi, essayer de se battre pour notre identité, c'est juste essayer de se reconstruire par rapport à ce qu'on nous a laissé faire. Une oreille aussi, mais à la différence, j'ai grandi en fait, à l'île de la Réunion. Et moi, je n'ai jamais ressenti en fait, ce racisme anti-oreilles. Et bien au contraire, j'ai senti un racisme qui était plutôt de l'autre côté.
Je pense qu'on est dans un système néocolonial aujourd'hui qui ne profite pas de la Réunion, les jeunes Réunionnais en souffrent. C'est pour de multiples causes, hein. Justement, ils sont obligés de partir. Moi, tous les amis que j'avais qui étaient créoles sont partis pour la plupart, ils ne sont pas encore revenus. Donc voilà, non, et en fait, alors oui, il y avait des petites blagues, mais c'est pas ça, c'est pas un racisme proprement parler, il ne faut pas non plus exagérer, parce que de toute façon... C'est pas un système organisé contre les oreilles. Non, mais je ne remets pas en cause quoi que ce soit. Merci. Sur les familles justement qui envoient leurs enfants, enfin, de mon côté, je suis créole, et moi ma grand-mère m'a dit reviens diplômé et glorieux. Pourquoi diplômé? Parce que justement en ce moment, sans un diplôme, je ne peux pas faire grand chose, surtout à la Réunion, enfin, sans parler de la crise de l'emploi, tout ça. Et après, pour revenir sur l'anti-oreille, n'est pas anti-oreille. Le problème, c'est que nous, en tant que jeunes, à la tête, tous les cadres, sans faire discrimination, on voit bien que c'est les oreilles. Donc, la majorité, c'est pas une haine qu'on a, c'est juste que. Mais voilà, mais surtout en fait, quand on essaye de revenir chez nous, on voit justement ces oreilles, enfin, ils ont leur place aussi, ces oreilles à ce stade. Et justement, comme je dis, c'est un ras-le-bol, mais on a peur aussi que justement ces oreilles nous remplacent, donc, ce qui peut aussi créer justement de l'énervement chez certains créoles. Prendre une place, et puis, on ne sait jamais, peut-être que dans quelques temps, la culture créole va disparaître, et peut-être qu'on a peur aussi de ce côté-là. Et juste pour ça aussi, je remercie votre travail, parce que vous ouvrez le créole justement sur les autres problèmes. Je me dis très par d'identité réunionnaise et de prise de conscience. Je crois qu'on appartient à une génération, effectivement, moi je fais partie d'une génération 80 où nos parents ne nous ont pas expliqué l'histoire de la Réunion. C'était pas écrit dans les histoires, tout simplement pour ça, mais aussi parce qu'ils n'étaient pas eux-mêmes diplômés. Mais on appartient, des années 80-84, on appartient moi je sais que je suis la première à être aussi diplômée dans ma famille. Et je crois que cette génération, à partir des années 80-84, qui sont venus ici faire un master, faire une école, une grande école, vont ensuite transmettre cette identité qu'en fait on a héritée mais qu'on n'a pas appris. On l'a intégrée avec la famille. Mais je pense que les générations qui sont là, nous en fait, c'est là, sans vouloir, mais ces générations-là vont peut-être probablement avoir une autre relation avec l'identité créole. On va vraiment la transmettre et de façon peut-être intellectuelle. Voilà, la valoriser. En fait, c'est vraiment effacer ce contexte d'infériorité. Et on est dans un processus qui est en train de se voir ici à la maison. On va prendre une dernière intervention, une dernière question. Là-bas, oui. Moi, pour revenir sur ce soi-disant racisme anti-oreille, je sais que mon père se plaignait énormément de ça. En attendant, il n'a jamais été au chômage à La Réunion et il était ouvrier. C'est-à-dire qu'il y avait plein de Réunionnais qui auraient pu avoir son poste. Du coup, je sais aussi que le fait que mon père soit aux oreilles, ça a fait que il m'a inculqué une culture qui fait que je ne souffre pas autant que les autres Réunionnais quand je suis ici. Du coup, non, il n'y a pas de racisme. Et la dernière parole. Oui. Céline Tichot, je suis membre du podium. À travers votre reportage sur le BIMIDOM, je me rends compte que je suis fonctionnaire, je suis née en 80. Je suis arrivée ici sur un concours que j'ai décidé de passer, mais je me rends compte que le BIMIDOM, même si dans les textes c'est terminé, on vit encore la même chose différemment. Heureusement pour nous, il y a de l'amélioration, on se connaît plus, donc il y a plus d'entraide entre nous, mais finalement on vit toujours la même chose. Et au travers de notre association, on essaie de dénoncer les difficultés rencontrées par les ultramarins de tous les territoires et départements d'outre-mer. Et tout le travail de Madame Labal, je veux savoir si on pourrait travailler avec vous. Parce qu'à l'heure actuelle, on rencontre le problème de la suppression, de la modification des congés bonifiés. Et je pense que vous connaissez bien mieux que moi l'histoire, donc on va nous orienter sur un travail dans ce sens. Alors merci d'être venu. Alors juste une petite chose avant, il y a les DVD de Mickaël du film du coup à vendre. Juste parce que en fait c'est justement de faire sur chaque projet, c'est pas forcément évident, c'est pas forcément porté par sujet. Nous on a notre production totale,
Donc voilà, parce qu'il y a une suite là, qui est en préparation, on vend des DVD à 10 € pour soutenir aussi une association, en fait, c'est pas une boîte de production. Et moi, je suis super fan aussi de pouvoir être en réseau avec d'autres personnes pour communiquer, et pouvoir échanger et organiser les choses. Et le prochain événement, alors, ce sera à Paris, organisé entre autres par Histoire Réunion, pour la fête CAF le 20 décembre. Donc ce sera à la colonie. Il y a des flyers qui sont juste là si vous voulez plus d'informations. Et pour le mot de la fin, c'est pas parce que on n'est plus à la Réunion qu'on n'est plus réunionnais, qu'on soit venu ici volontairement ou pas. On est toujours réunionnais, nous, pas nous oublier ça. Et surtout aux réunionnais qui veulent toujours à la Réunion, pas qui oublient à nous. Pas parce que vous avez cette